je vais vous préciser un peu ce que je vous présente ici, aussi pourquoi j'ai mis un des trois logos, il y en a qui connaissent, le MICA, qui est mon laboratoire de recherche à l'Université Bordeaux-Montaigne, et E3D, qui est spécifiquement l'axe dans lequel je travaille. Et Hyperhumain, c'est un programme de recherche que je pilote, c'est essentiellement moi qui le pilote, mais aussi avec des collègues de l'Université catholique de Lille, qui est un programme en fait à long terme, j'ai envie de dire, parce qu'on a fait pour l'instant trois petits programmes de recherche avec des financements divers et variés. Et on a déposé une ANR cette année, donc advienne que pourra, autour de ce programme, que je vais expliquer un peu parce que ça vous fait mieux comprendre ce dont je vais parler ici. Donc effectivement, quand Émilie m'a proposé ça, je me suis dit qu'il fallait le ramener à des problématiques aussi peut-être éducatives, mais je pense qu'indirectement, ce que je vais aborder ici le touche, parce que vous allez voir, il y a des questions générationnelles, je pense, auxquelles s'adresse cette problématique-là, et puis aussi des questions qui relèvent de la culture digitale, il me semble. Donc voilà, donc pour vous dire très vite fait, donc ce que je vais vous montrer, c'est un peu exploratoire, en fait, ça fait partie des grandes questions qu'on peut se poser dans le cadre de l'ANR. Euh, donc moi, je suis associé, comme je le disais, avec des collègues de l'Université catholique de Lille au sein d'une chaire qui s'appelait historiquement éthique, technologie et transhumanisme, alors qu'il n'y a plus le mot transhumanisme parce que c'est pas toujours porteur pour les financements, etc. Mais c'était une rencontre assez fondatrice pour moi. Donc moi, mes problématiques de recherche initiale, j'avais travaillé sur l'apparition de la vapeur et de l'électricité dans le 19e siècle américain. Donc ce qui m'intéressait, c'était le rapport entre les imaginaires technologiques et les imaginaires religieux. Euh, et finalement, ce que j'ai fait, donc, quand j'étais à Techné, évidemment, j'étais pas sur ces problématiques, même si ça m'a pas empêché j'allais dire, de mon côté, de continuer à questionner ces terrains. Mais quand je suis revenu à Bordeaux, c'était vraiment la volonté d'aller prolonger les réflexions que j'ai menées sur le 19e siècle dans le 20e et dans le 21e. Et assez naturellement, en fait, le transhumanisme, et je ne vais pas l'expliciter ici, ça prendrait trop de temps, et c'est pas l'objet de ma communication, mais est un vrai prolongement de ce que j'ai observé, moi, dans le 19e siècle américain, au cœur de la révolution industrielle. Donc, ça a été une expérience très intéressante de bosser avec mes collègues de Lille, parce qu'en fait, c'est peut-être un des seuls labos européens quasiment qui a pris la question transhumaniste au sérieux, à tel point qu'effectivement, comme je le disais à des collègues tout à l'heure, je me suis déjà retrouvé dans des conférences où j'avais Raymond Kurzweil à côté de moi, ou Anders Sandberg, qui sont des transhumanistes notoires, un peu des grands gourous de tout ça. Et en face, des gens comme Jean-Michel Beignet, ou plutôt des philosophes et des sociologues critiques de tout ça. Euh, donc ça m'a donné un point très intéressant d'observation aussi de ces imaginaires-là. Donc ce que je veux présenter ici, c'est un constat, encore une fois, qu'on fait avec des collègues et qu'on voudrait éprouver empiriquement dans le cadre d'un programme de recherche. C'est cette idée de naturalisation des imaginaires transhumanistes. Donc je vais dire en deux mots ce que j'entends par naturalisation et par imaginaire transhumaniste. Donc bon, la naturalisation, c'est euh, c'est l'idée de faire d'une opinion ou d'une croyance voilà, une évidence partagée qui s'impose un petit peu à un ordre social et culturel donné et qui relève alors du sens commun. Pour aller même plus loin, ça a été analysé par Gramsci en parle aussi beaucoup. En sciences sociales, les gens qui sont intéressés à la question de l'idéologie montrent que la naturalisation est un opérateur décisif, en fait, des idéologies, c'est-à-dire que c'est une façon d'extraire la réalité de toute forme d'historicité, c'est-à-dire d'inscrire une réalité ou un phénomène dans l'ordre des choses. Ça fait très naturaliste quand je dis ça. L'ordre des choses, c'est le mot-clé de Lamarck, par exemple, l'inventeur de la biologie. Euh, donc c'est l'ordre des choses, c'est naturel. Et finalement, euh, ça neutralise la pensée critique parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce qui est? On ne sait pas. Donc cette question de la naturalisation, peut-être que l'archétype le plus évident, c'est la métaphore gréniciste. Et je crois qu'on n'en a pas fini avec ça. C'est toutes les théories sociobiologiques de la société, euh, issues du tout début de la sociologie, du positivisme ou de la sociologie de Spencer, avec l'idée que les sociétés seraient des organismes finalement qui fonctionneraient selon des lois naturelles
et qu'à partir de ça, ça a complètement participé à naturaliser au XIXe siècle, pendant l'impérialisme, la domination de classe et de race. C'est même un des éléments fondamentaux dans la scientifisation des théories racialistes. Et ça a permis aussi, fondamentalement, les écrits de Spencer, qui ont connu un succès incroyable aux États-Unis, c'est pas un hasard, de complètement naturaliser aussi la compétition universelle ou le capitalisme comme étant finalement le reflet de l'ordre de la nature. Euh, voilà, à travers voilà, la théorie de la classification des êtres proposée par les naturalistes, et puis évidemment les théories évolutionnistes. Donc le mot évolution d'ailleurs, qui est complètement absent de l'origine des espèces, mais qui est un mot plutôt de Spencer en référence à la marque. Donc je ne fais pas référence à ces théories par hasard parce qu'elles ont un lien aussi avec ce que je vais présenter ici. Euh, donc voilà, c'est ça l'idée de naturalisation que je vais questionner. Et la question de la naturalisation des imaginaires transhumanistes, c'est dire que finalement, pour de plus en plus d'individus, il s'agirait de caractériser, évidemment, pas pour tout le monde ne pense pas ça, mais ça commence à s'infiltrer, j'allais dire, tranquillement, dans les interstices d'une culture populaire, et pas simplement. J'y reviendrai, mais par exemple, si on décortique les programmes d'appel à projets de recherche aujourd'hui, et notamment le programme de l'ANR de cette année, c'est assez incroyable comment on y retrouve, évidemment, le mot transhumaniste est absent de tout ça, mais en revanche, on retrouve toutes les grandes thématiques qui sont au cœur. Donc là, les grands chantiers de l'ANR, par exemple, c'est médecine régénérative, informatique quantique, entre autres, qui sont des thématiques historiquement traitées et travaillées par les transhumanistes. Donc c'est quoi le transhumanisme? C'est un mouvement qui s'est sédimenté en Occident à partir de l'entre-deux-guerres, notamment autour des théories évolutionnistes, avec des gens comme, une des premières occurrences, c'est Julian Huxley, euh, donc le biologiste évolutionniste, le frère de, la plupart du temps on connaît plutôt son frère, Aldous. Euh, Julian Huxley qui était aussi un eugéniste de la première heure, mais un eugéniste socialiste. Moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, on trouve les origines en Europe, en Grande-Bretagne, et puis aux États-Unis, et l'eugénisme notamment qui a connu un succès incroyable aux États-Unis. Dans le prolongement, finalement, donc il faudrait un peu longtemps, je pourrais vous donner un article que j'ai écrit sur cette genèse-là, en tout cas sur le passage de l'eugénisme à la cybernétique qui me paraît intéressant pour questionner l'émergence de ce mouvement, qui se cristallise vraiment dans les États-Unis des années 80, et plus spécifiquement en Californie. Et on pourrait aller encore plus loin et dire encore plus dans la Bay Area, dans la baie de San Francisco, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley, euh, autour de ce que l'un des fondateurs du mouvement, Eric Drexler, le père des nanotechnologies, appelait l'ingénierie exploratoire. C'est une idée de concevoir des technologies qu'on n'est pas encore capable de fabriquer. Donc ça s'articule beaucoup autour de l'enthousiasme, autour de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, des biotechnologies, etc. Donc au centre de ces narrations, et c'est ça que je voudrais interroger comme finalement imaginaire qui tendent à se naturaliser un petit peu aujourd'hui, il y a l'idée de l'imminence d'un seuil, donc auquel on fait référence souvent à travers ce concept de la singularité technologique, qui est un concept issu, hybride, j'allais dire, issu d'un informaticien qui est aussi un grand auteur de SF. Un des pionniers de la cyberfiction, c'est Werner Binge. Euh, L'idée d'un seuil à partir duquel l'intelligence de la machine dépassera celle de l'humain. Et une idée qui lui est corollaire, c'est que ça présage l'obsolescence des créatures biologiques. C'est-à-dire, tout bonnement, il y a deux choix qui s'offrent à nous, en gros, hein, pour caricaturer l'idée, c'est l'extinction de notre espèce ou l'hybridation, la conformation de l'homme avec la machine, pour vivre dans ce nouvel environnement avec les machines intelligentes. Un autre horizon central du transhumanisme, c'est l'idée de pouvoir euh, atteindre une forme d'immortalité, plus ou moins radicale, garantie par la technoscience. Donc la technoscience, alors, il y a en gros, hein, pour schématiser, hein, il y a l'idée d'une immortalité physique qui serait autorisée par les nanotechnologies, la pharmacologie expérimentale, les thérapies géniques, le clonage thérapeutique, etc. Et puis une autre proposition qui est celle du mind upload, c'est-à-dire du téléchargement de la conscience, euh, qui est aussi au cœur des récits transhumanistes.
Et puis le troisième élément, c'est celui d'une... alors on va le voir parce que finalement c'est de là d'où tout part, c'est de l'idée de colonisation spatiale. L'idée que l'avenir de l'homme, c'est de transcender sa condition terrestre, c'est-à-dire d'aller vivre au-delà de notre propre environnement et par là même de modifier sa condition biologique, de la transcender. C'est l'idée de la colonisation spatiale et de l'hybridation humain-machine, donc qu'on retrouve dans l'idée de l'humain augmenté, de l'augmentation. Donc, euh, donc évidemment, c'est très schématique ce que je vous propose. Donc voilà, je vous mets les grandes figures de ce mouvement-là. Raymond Kurzweil, alors, vous voyez, 2029, il a changé de date, mais c'est là où il mettait la singularité il y a à peu près 15 ans. Donc là, je crois qu'il est dans les 2050, pas loin. Mais il hésite parce que depuis la sortie de ChatGPT, il commence à se dire que ça va aller plus vite que prévu. Bref, on verra bien. Eric Drexler, donc le père des nanotechnologies. William Benbridge, qui est pas, lui, pas un ingénieur, à la différence des deux précédents, mais qui est intéressant, qui est un sociologue des religions et qui a porté le rapport sur la convergence NBIC, qui a été finalement un des premiers points d'ancrage, déjà une première façon de diffuser les idées transhumanistes dans une communauté scientifique plus large, autour de cette idée de la convergence entre les sciences de l'ingénieur et les sciences de la vie, qui est finalement une idée assez ancienne, qui est celle de la cybernétique. Mais ça, c'est un rapport qui fait date, qui a été publié il y a pile 20 ans cette année, euh, et qui a connu un grand succès international, et qui a, il me semble, pas mal essaimé dans tout un tas de startups dans le monde. Et puis Max Moore, qui est un des pionniers aussi du mouvement, qui est le chef de file du mouvement des extropiens. Euh, donc tous ces gens se connaissent très bien, forment une communauté épistémique, j'ai envie de dire, on pourrait les qualifier comme ça. Euh, Voire, moi j'ai envie de les qualifier, en faisant référence à un sociologue des religions, d'une communauté cultuelle, d'un milieu finalement qui voue une sorte de culte au progrès technoscientifique. Et ces gens-là sont aussi évidemment les chantres du solutionnisme technologique. Donc si on fait rapidement euh, j'allais dire l'histoire de ce mouvement. D'abord, il est quand même très circonscrit dans l'univers symbolique de la Californie, euh, autour du mouvement futuriste ou futurologique, qui est un mouvement qui vraiment prend son essor pendant la guerre froide, aux États-Unis, mais dans le monde entier, hein. En France, on n'est pas les derniers non plus sur ce plan-là pendant la guerre froide. Euh, donc, au sein du futurisme, donc là, on verra des lobbies, des think tanks dont les Américains en secret qui ont joué un rôle décisif dans l'émergence de ces discours. La cyberculture aussi underground, un peu de la Silicon Valley. Et puis le cyberpunk qui désigne à la fois évidemment le mouvement littéraire de la SF, mais qui désignait aussi dans les années 80-90 tout un pan de la cyberculture elle-même, c'est-à-dire les hackers notamment se disaient eux-mêmes des cyberpunks. Et c'est voilà, c'est eux qui ont travaillé en profondeur ces récits sur l'hybridation en machine, sur l'immortalité, les biotechnologies, etc. Donc, mais c'est d'abord circonscrit dans l'univers symbolique de la Silicon Valley, j'y insiste, parce qu'en fait, on n'est pas très sensible encore dans les années 80 en Europe, par exemple, à ces discours-là, alors qu'en Californie, ils battent leur plein. Euh, Vraiment. Euh, voilà. C'est des mouvements qui sont d'abord quand même marginalisés par l'établissement scientifique, même s'il y a des gros noms hein, au sein de ces, mais qui disent pas toujours leur appartenance au mouvement, mais qui le font comprendre d'une autre manière. Je pense à Marvin Minsky, hein, l'inventeur du terme même d'intelligence artificielle. Hein, donc ça, on le sait pas non plus, mais c'est pas un hasard, on le sait pas. On sait qu'avant de mourir, et bien avant de mourir, en fait, il avait un contrat de suspension cryonique chez Alcor. Donc Alcor, c'est le lieu où on cryonise les patients pour pouvoir les réveiller quand une technologie suffisamment avancée pourra les réanimer. Donc vous voyez quand même que l'intelligence artificielle, tout de suite, moi je suis vraiment partisan d'un tournant sémantique. Je pense que ça met un bazar pas possible dans la tête de tout le monde, ce terme d'intelligence artificielle. Et quand on voit qui l'a proposé, on comprend pourquoi aussi il est problématique. Donc Marvin Minsky, c'est ce que je vous dis, on sait pas, parce qu'il n'a pas publiquement décidé de dire qu'il était cryonisé, mais il l'est certainement, puisqu'il avait souscrit un contrat de suspension cryonique. Et voilà, si on lit en profondeur les écrits de Minsky, il y a vraiment une ambivalence entre un travail remarquable d'ingénieur en informatique, évidemment extrêmement puissant, et par ailleurs des extrapolations cosmologiques tout à fait discutables.
je sais pas, comme Freeman Dyson, par exemple, un astrophysicien très connu aussi, dont les travaux sont tout à fait, j'allais dire, ont de la valeur scientifique, mais dont les extrapolations sont aussi très tournées autour de tout ça. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un mouvement qui est d'abord un peu, et qui se constitue d'ailleurs sur un phénomène de victimisation commune, hein. On est tous victimes, on se réunit. Ça crée une sorte de solidarité organique entre tous ces individus aussi, qui sont marginalisés, je dis jusqu'au début des années 2000, parce que la publication du rapport NBIC, alors qui a soulevé des critiques énormes partout, parce que ça a été aussi la grande popularisation des nanotechnologies, de ce que pouvait être un monde où se déploieraient ces technologies-là. Mais je dis qu'il a semé et qu'il a quand même, bon voilà, ça a été financé euh, par le gouvernement américain, ça a eu une large diffusion au sein des comités scientifiques, des ingénieurs. Donc, je l'ai pas dit, évidemment, ce qui caractérise aussi tous ces acteurs, hein, si on voulait en faire une sociologie très, très brève, c'est que ce sont massivement des hommes, massivement des blancs, massivement des gens avec beaucoup de capital culturel, voire du capital économique, tous baignés dans la SF. Vraiment, ça c'est une caractéristique assez commune à tous ces individus-là, et qui ont des profils plutôt d'ingénieurs, de consultants, mais beaucoup d'ingénieurs et beaucoup d'ingénieurs en informatique. Euh, Ce qui se passe évidemment, c'est que tout a changé, j'allais dire peut-être on pourrait dire depuis 2008, depuis l'apparition du Web 2.0, quand les acteurs du capitalisme digital ont vraiment franchi le pas de l'industrialisation, que les géants qu'on connaît aujourd'hui sont devenus les géants qu'ils sont. Euh, et qu'évidemment, si on s'intéresse de près à la Silicon Valley, évidemment, Larry Page, Sergey Brin, Elon Musk, Larry Ellison, tous les grands acteurs du capitalisme industriel, euh, finalement, concède des investissements massifs sur tous les pans de l'ingénierie exploratoire qui ont été euh, finalement promus par les transhumanistes. Sans en dire le nom, hein, évidemment. Il n'y a plus besoin d'en dire le nom, en fait. Et c'est même plutôt dangereux de le faire. Euh, voilà, on sent bien qu'évidemment, euh, je sais pas, les crypto-monnaies, par exemple, hein, si vous vous intéressez aux origines de la blockchain, vous allez voir qu'en fait, ça on le dit rarement, mais les origines fondamentales de la blockchain, c'était de permettre justement aux gens cryonisés de pouvoir récupérer l'argent dans un futur incertain, qui soit pas fiscalisé et ça fait partie des grands motifs en tout cas qui ont donné naissance à la blockchain. Euh, et ce sont les extropiens, entre autres, avec un autre mouvement. euh, donc c'est deux communautés virtuelles, la communauté virtuelle des cypherpunks et celle des extropiens, qui ont vraiment poussé les travaux autour des crypto-monnaies et qui sont pas sans lien avec aussi les idéologies transhumanistes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le monde des cryptos est vraiment de plus en plus renoue avec ses origines un peu transhumanistes. Et le monde des cryptos, aujourd'hui, investit massivement dans le champ de l'ingénierie exploratoire, dans des champs qui sont soit à la limite de la légalité, soit qui stratégiquement ne sont pas finalement investis par les grands acteurs industriels. Donc c'est pour ça que je dis les grands et les petits acteurs, parce que ce sont les petits acteurs qui commencent à compter, parce que notamment sur le plan de la finance décentralisée ou de la science décentralisée, qui sont des mouvements assez puissants là qu'on sent en germe, eh bien on finance massivement ces trois. On pourrait le résumer comme ça, l'idée d'augmentation de l'intelligence. Quand je dis somatique, exosomatique, c'est somatique évidemment, c'est tout ce qui va être la recherche en pharmacologie expérimentale sur les smart drugs pour booster les compétences cognitives des individus, sur évidemment tous les projets hybridation de machines type Neuralink. Pareil, hein, Musk, moi je suis toujours étonné parce que les gens disent, mais Musk, c'est pas un transhumaniste, il dit que l'IA c'est dangereuse. Mais justement, en fait, hein, l'apocalypse, hein, c'est autant dangereux que merveilleux. Donc Musk tombe évidemment en plein dans tout ça. Donc voilà, exosomatique. Ensuite, c'est tout ce qui va être en dehors du corps et c'est l'intelligence artificielle qui est un projet d'augmentation de l'intelligence humaine. Euh, qui siège finalement au cœur du discours aussi de Minsky, hein, dès le départ, dans les années 50. Et puis, l'autre pan, évidemment, l'autre secteur d'investissement massif, c'est l'extension de la vie. Donc, l'extension de la vie, Life Extension aux États-Unis, c'est un mouvement aussi, je vais dire, un mouvement culturel aussi très important aux États-Unis, et qui est aujourd'hui aussi extrêmement soutenu par ces investisseurs-là. Et puis la conquête spatiale privée. Euh, donc là, je vous fais pas un dessin. Vous avez remarqué qu'il y a deux, trois personnes qu'on entend souvent et qui en font la promotion. Euh, et ça aussi, ça fait partie des grands, j'allais dire, chantiers transhumanistes.
Et c'est un récit aussi qui est mis en scène dans des fictions sociotechniques, massivement aujourd'hui véhiculées par les industries culturelles. Hein. Je disais tout à l'heure, le cyberpunk, par exemple, c'était quand même un genre assez circonscrit à l'univers de la Silicon Valley. Euh, Blade Runner, qui est historiquement un des premiers films, alors même si Blade Runner, c'est lié à Philippe K. Dick, qu'on a rétroactivement fait entrer en cyberpunk, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais on voit bien qu'on a été finalement, peut-être Matrix, c'est peut-être le plus grand succès de la culture populaire qui vraiment fait rentrer l'imaginaire cyberpunk dans la culture populaire. Mais depuis, on voit une déferlante quand même. Hein, enfin, j'en veux le succès planétaire du jeu. Alors, pas quand il est sorti, parce que ça a été un fiasco, pas possible, mais de Cyberpunk 2000. C'est combien? 2077, je sais plus. C'est ça. Donc c'est intéressant, hein, ce jeu-là d'ailleurs, il est associé à un jeu qui s'appelait Cyberpunk, qui a été créé dans les années 80 dans la Silicon Valley, un jeu de rôle. Donc voilà, donc les médias, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le cinéma, et puis aussi alors, c'est un peu long la formule, mais effectivement des technoprophètes, entrepreneurs, ingénieurs et consultants, euh, alors voilà, qui sont plus du tout que dans la Californie. Hein. Moi j'en ai vu la semaine dernière à Bordeaux, j'arrête pas d'en voir en ce moment parce que comme je suis invité pour parler de l'IA sur des trucs, je me retrouve confronté qu'à des gens, enfin qu'à des gens, massivement à des gens, d'un enthousiasme débordant et qui tombent un peu dans les pièges que je veux montrer ici. Et puis évidemment, tout ça, ça alimente quand même un vaste marché capitalisé des économies de la promesse. Hein. On est quand même dans un capitalisme ultra financiarisé. Et évidemment, ça joue un rôle décisif aussi hein, dans les impulsions. Ça crée des signaux, hein, évidemment, pour les acteurs économiques qui sont décisifs dans ce qu'on pourrait appeler, donc là je fais référence aux travaux de sociologie de l'innovation autour des économies de la promesse technoscientifiques, où notre truc très intéressant là sur ces questions, je ne sais pas si vous connaissez Nick Brown, un anglo-saxon qui a travaillé sur donc c'est expectation economy, c'est les économies de l'attente. Donc, euh, donc tout ça, pour vous dire qu'effectivement, on sent bien que ce mouvement-là, dont on prononce plus trop le nom finalement, euh, pour une simple raison, c'est parce qu'aussi tous les mouvements, et je vous disais, avec la chaire éthique et transhumanisme, j'ai rencontré un paquet de... il y avait aussi l'association technoprogressiste française, qui est finalement le versant transhumanisme des Français. Il y en a un peu partout qui ont bourgeonné hein, en Occident. Ben, toutes ces associations sont un peu moribondes, elles sont en perte de vitesse, on les écoute plus trop. De la même façon que les figures tutélaires que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont un peu vieillissantes, hein, euh, que- commencent finalement à battre de l'aile et ont plus du tout la popularité qu'on leur connaissait à une époque. Mais ça n'empêche justement que ce récit il semble se diluer finalement aujourd'hui dans l'univers plus vaste de la culture digitale en premier lieu, puis de la culture en général. Et particulièrement chez les jeunes, ça c'est une hypothèse que je fais, c'est une hypothèse justement dans le cadre du programme de recherche dont je vous parle, qu'on voudrait éprouver. Euh, il y a trois champs où on veut questionner cette question de la naturalisation dans les appels à projets de recherche. En Europe, aux États-Unis euh, et en Asie, dans une moindre mesure. Et puis ensuite, mener des études longitudinales sur les ingénieurs, les jeunes ingénieurs qui sortent d'écoles d'ingé, et sur leur représentation, parce que, notamment, je travaille avec un collègue philosophe et neuroscientifique qui travaille, lui, directement, qui enseigne dans le champ des neurosciences et qui constate, là c'est très empirique ce que je vous dis, qu'un certain nombre d'étudiants, d'ingénieurs partent en poste et utilisent des modèles qui sont complètement naturalisés dans le champ de leur travail et qui ne questionnent pas les modèles qu'ils utilisent et que c'est en fait très problématique eu égard aux applications qu'ils envisagent. Donc là, je vous mets hyper voilà, un patchwork évidemment de romans, alors pas des romans, là c'est essentiellement l'industrie culturelle, du film que vous avez plus. Donc c'est souvent des adaptations d'ailleurs de Asimov, comme iRobot, euh, voilà l'excellent film Heure que je vous encourage à regarder parce que là ça s'en vient, comme disent les Québécois, à ce type de sociabilité-là, on va en parler. Je vous mets Avatar aussi, qui est quand même un exemple très frappant. Si vous avez pris Avatar pour une fable écolo, je vous garantis que c'est plutôt une fable techno, si on la regarde de plus près. Mais qui met en scène justement ce mind upload finalement. Voilà. Donc voilà, pour les trois choses que je vais interroger, je vais vous montrer un petit peu ces idées de naturalisation. Donc le premier imaginaire ou récit que je veux questionner, c'est celui de la singularité technologique.
Donc il y a deux façons de l'envisager. Il y a la façon forte, c'est de parler tout de suite de singularité, ce qui nous met tout de suite dans ce récit transhumaniste, très, très versé dans la SF. Mais une façon plus douce de le lire, mais qui veut dire la même chose, et qui a sur toutes les bouches aujourd'hui, c'est le terme d'intelligence artificielle générale. Donc, que moi je connais depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse au transhumanisme, mais que j'ai jamais vu finalement avec autant de discussions dans tous les sens. Je me rappelle le jour où, donc, avec des collègues, on bossait sur GPT avant la sortie de. Et moi, je connaissais Sam Altman, parce que Sam Altman, le patron d'OpenAI, donc vous avez vu les déboires, les retours là, il n'y a pas longtemps, euh, qui jamais ne dit qu'il est transhumaniste. Alors, si vous lisez le moindre de ses interviews, vous allez comprendre la teneur. Justement, c'est une nouvelle génération. Pour moi, c'est les newcomers un peu, nouvelle génération de transhumanistes qui ont plus besoin de s'étiqueter comme tels, mais qui promeuvent complètement ces idées. Donc moi, je me rappelle avoir dit à un collègue, Altman, il va sortir ça dans. Pour lui, c'est la preuve de concept. Quand il a fait la livraison de ChatGPT, c'était la preuve de concept, montrer au monde entier qu'on était au seuil de cette IAG. Euh, et ça n'a pas manqué, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils affichent complètement comme leur projet. Et toute la course à l'IA qui vient de se lancer, en fait, est une course vers l'IAG, est une course vers la singularité. Euh, donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc tout ça se fonde aussi, évidemment, sur la prophétie qui anime la Silicon Valley depuis sa naissance, c'est la prophétie de la loi de Moore, donc, qui a été formulée dans les années 50. Hein, vous savez, la loi de Moore qui veut qu'à peu près tous les 2 ans, en fait, on ait les puissances de calcul qui doublent et corrélativement les transistors qui changent de taille, les coûts qui diminuent. Hein, ce qui nous amène, effectivement, elle s'est plus ou moins prouvée empiriquement. Je pense qu'elle s'est aussi non seulement prouvée empiriquement, mais elle a été aussi un challenge pour les ingénieurs eux-mêmes. Ce qui est intéressant dans cette loi de Moore, parce qu'elle est au cœur de la SF, si on lit Werner Wien sur l'idée de singularité, c'est complètement animé hein, par la loi de Moore. Et ce qui est intéressant dans la loi de Moore, quand même, c'est de se dire que toute l'entreprise des pionniers du numérique, elle est une entreprise qui est toujours projetée au-delà d'elle-même. C'est-à-dire qu'un développeur informatique dans les années 80, c'est grâce à Werner Winch d'ailleurs qu'il imagine la réalité virtuelle, hein, la réalité virtuelle qu'il a inventée dans une narration fictive de Werner Winch, c'est True Names. Euh, et Werner Winch sait exactement de quoi il parle. Hein. C'est un ingénieur extrêmement calé, donc il se projette à partir de la loi de Moore. Et c'est comme la loi de Moore, pour moi, c'est comme un espace liminal, si vous voulez, entre actualité et potentialité. Et beaucoup de la cyberfiction va se calquer là-dessus, hein, sur cette loi de Moore, et dire, ben voilà, hein, se projeter par rapport à cette prophétie-là. Euh, et ça va plus loin, parce que dans la bouche des transhumanistes, la loi de Moore, ça devient quasiment, une lecture quasiment hermétique, quasiment religieuse, de l'évolution de l'intelligence depuis la naissance euh, de l'univers. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez, là, ça c'est des illustrations qu'on voit assez fréquemment maintenant. Voilà, on va vers la singularité, c'est la super IA qui va nous dépasser. Enfin, toujours des modèles triptyques, c'est très millénariste, hein, c'est très judéo-chrétien finalement comme modèle triptyque pardon, de l'évolution des choses. Donc là, je vous mets une représentation. Voilà, ça, si on peut pas parler de naturalisation ici, ça c'est extrait d'un des pionniers aussi du mouvement transhumaniste, le roboticien Hans Moravec, qui publie dans les années, à la fin des années 80, c'est Mind Children, et qui à partir de la loi de Moore en fait montre. Alors là, ce que vous voyez en fait, hein, c'est les trends à partir, hein, donc c'est toutes les tendances à partir de 1995. C'est 1995 en fait, je dis une bêtise. C'est ça. Euh, de l'évolution de la loi de Moore, hein, qui met en parallèle avec l'intelligence finalement des vivants. Alors, il va beaucoup plus loin. Il nous fait carrément l'arbre phylogénétique, donc l'origine des espèces, où regardez les éléphants, les primates, hop, les computers. Donc, next step dans l'évolution, hein, c'est les ordinateurs, les calculateurs. Alors, encore plus loin, ça c'est une orientation schématique de ce qu'on pourrait appeler l'Odyssée de l'intelligence, hein, c'est-à-dire l'évolution du cosmos, par Raymond Kurzweil, qui est lui le grand. C'est pas lui en fait, hein, qui est à la base de la théorie de la singularité, mais c'est lui qui va en prendre le monopole un peu, notamment au début des années 2000 en sortant un livre. Alors,
consonance hyper eschatologique, hein, c'est-à-dire vraiment sur la fin des temps, etc. C'est la singularité est proche. Donc lui, il refait toute l'histoire du cosmos à partir du concept d'information en disant finalement, et du traitement de l'information, au début, il y a la matière non vivante, donc la chimie et la physique, donc l'information sous ces formes-là qui est relativement simple et qui n'implique pas beaucoup de traitement, et puis l'apparition de l'ADN qui implique une information plus complexe, plus de traitement, et puis l'époque du cerveau, hein, avec les réseaux neuronaux qui impliquent plus d'informations, plus de traitement. L'époque 4, c'est l'apparition de la technologie, c'est-à-dire c'est les humains eux-mêmes, les intelligences qui créent de l'intelligence. L'époque 5, où on est censé être, c'est l'hybridation de machines. Et l'époque 6, c'est l'expansion de l'univers, c'est la singularité. Bon. C'est de qui cette. C'est Raymond Kurzweil. C'est Kurzweil? Kurzweil, ouais, celui-là. Donc voilà, là je vous mets la homepage, vous pouvez y aller, hein, c'est comme ça, sur OpenAI, quand vous allez sur ChatGPT. Donc, je me dis qu'il y a quand même presque 150 millions d'individus qui, tous les jours, voient ça. Ouais. Et personne ne saute, ou personne. Voilà, c'est le projet. Donc ça, c'est incroyable, toute la course à l'innovation. C'est intéressant, il y a des stratégies politiques derrière tout ça. C'est qu'évidemment, Google a cette même idée, hein, je pense, de façon évidente, hein, quand on voit notamment Larry Page ou Sergey Brin qui ont financé l'Université de la Singularité, qui était une université dédiée à finalement valoriser ces idées-là, peuvent pas, en fait, parce que c'est devenu Google, parce qu'ils ressemblent à un État, parce qu'ils doivent rendre des comptes à tout le monde. Donc il a fallu un newcomer comme... alors, c'est un faux newcomer OpenAI pour moi, hein, parce qu'on arrière-plan, évidemment, c'est Microsoft. Et Microsoft aurait pu encore moins dire ça, évidemment. Là, on voit que le conseil d'administration s'est dit on le vire parce que ça part trop loin, et puis finalement on le remet parce qu'en fait c'est pas possible. Donc on sent bien qu'il y a des. Bon, pour moi c'est un peu le paravent de Microsoft, hein, OpenAI, on pourrait le voir un peu comme ça, même si évidemment c'est hypothétique ce que je vous dis ici. En tout cas, je trouve ça assez incroyable qu'effectivement ce mot-là soit sur toutes les bouches et que tous les projets d'IA articulés aujourd'hui essentiellement autour là, ce qui est livré au grand public, c'est les larges modèles de langage, qui sont une forme d'IA. Mais évidemment, c'est l'horizon d'attente que tout le monde fixe, c'est celui qui va créer l'IA générale. Alors, il y a un autre mot qui est extrêmement important dans ce slogan, c'est safe. Safe, évidemment, parce qu'en arrière-plan de la singularité, il y a le danger d'une IA qui, effectivement, menace notre espèce, et qui est aussi sur toutes les lèvres, hein, cette idée-là. Donc de façon plus ou moins radicale, hein, évidemment, au monde des comités éthiques, on réfléchit à l'éthique de l'IA, mais cette idée d'IA safety, elle est centrale de l'imaginaire transhumaniste, hein, et même le premier occurrence du mot, la première institution qui s'appelle Singularity, qui portait cette épithète-là, avait pour volonté de créer une IA friendly, comme il disait. Donc on voit que à travers ces discours, ce qui tend à se naturaliser, c'est d'abord un peu cette idée déjà suscitée par Moravec dans les années 90 d'une évolution post-biologique, qui est amplifiée par le biomimétisme du deep learning. C'est-à-dire, je pense que la plupart de l'opinion publique reçoit aussi cette idée de réseau de neurones comme un réseau de neurones. Bon, si on regarde les choses en face, ça ne sont que des calculs. Et au bout de la chaîne, ce ne sont que des transistors. Mais effectivement, ça c'est la puissance des mots aussi. Effectivement, cette sémantique, ce deep learning, tout ça nous plonge un peu dans cette naturalisation des technologies, dans cette idée finalement qu'on accepte bon gré mal gré d'une sorte d'évolution post-biologique qui serait fatale et finalement qui guide le développement de l'IA aujourd'hui. Donc l'idée de l'émergence irréversible d'une intelligence, alors je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est hyper problématique sémantiquement ce terme d'intelligence. Je ne vais pas en débattre ici, ça prendrait des plombes parce que ça fait, depuis que le terme existe, que les gens en parlent. Je pense qu'il faut relire, même si ça traite moins des réseaux de neurones que vraiment de l'IA symbolique, il faut relire Dreyfus aujourd'hui. Hein, Hubert Dreyfus, qui est une des premières grosses critiques de l'IA, où il dit des choses qui sont, à mon sens, en s'appuyant notamment sur la phénoménologie, qui sont tout à fait valables aujourd'hui. Donc supérieur à l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? De quelle intelligence parle-t-on? Donc je veux bien croire qu'évidemment, les IA peuvent performer des tâches de façon beaucoup plus évidente que nous, mais est-ce qu'on est réduit aux tâches que les IA savent performer mieux que nous? Je ne crois pas. Et puis cette idée d'autonomie aussi, elle est assez fantasmatique.
et je vais expliquer pourquoi. Ce que cache finalement aussi ce que ce discours permet d'opacifier dans ce qui est en train de se tramer dans la réalité du présent. L'autre idée, évidemment, qui a la peau dure, c'est cette idée d'une possible modélisation computationnelle du cerveau humain. Finalement, on serait que des machines, nous aussi. On fonctionnerait par probabilité statistique inférentielle, hein, en gros, pour la faire simple. Donc évidemment, tous les neuroscientifiques sont absolument pas là-dedans, et les neuroscientifiques sérieux rient, en fait, quand on leur dit ça. Euh, Moi, je travaille avec un neuroscientifique qui est dans les neurosciences computationnelles, qui est chercheur à l'INRIA, chercheur à l'IMN dans l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux. Je peux vous garantir que quand vous parlez avec lui, lui, il a vraiment une posture de scientifique, et ça le fait quand même doucement rire, hein, parce qu'il prend la mesure de ce qu'on ne sait pas. Quand on sait ce qu'on sait sur le cerveau, on prend la mesure de ce qu'on ne sait pas. Évidemment, il y a encore un continent qui est totalement inexploré. Mais on sent bien qu'il y a une essentialisation, et notamment chez certains chercheurs, des neurosciences computationnelles qui seraient capables finalement de modéliser le cerveau. En arrière-plan, il y a quand même une chose qui est quand même assez incroyable, qu'on ne dit pas assez, il me semble, qui a été pourtant, je pense qu'on a un chercheur en France qui est quand même assez calé là-dessus, c'est Antonio Casilli. Son livre qu'il a publié En attendant les robots, je pense qu'il a été parfait dans le timing d'ailleurs, et aujourd'hui il poursuit ses travaux sur le digital labor, inspiré notamment par les travaux pionniers de Trevor Scholz aux États-Unis. Mais effectivement, pour que cette IA fonctionne, hein, dans l'opinion publique, évidemment, on n'imagine pas forcément ça, puis on diffuse pas assez ces idées, mais pour que cette IA fonctionne, déjà pourquoi les réseaux de neurones fonctionnent ici, aujourd'hui, et qui ne fonctionnaient pas il y a 20 ans, c'est pour une simple raison, c'est qu'on ne disposait absolument pas de suffisamment de données pour faire fonctionner tout ça, et pas de suffisamment d'utilisateurs et d'individus qui traitent ces données pour pouvoir nourrir la machine afin que les réseaux de neurones produisent des résultats. Donc là, je vous encourage à lire aussi un excellent article de Cardon sur la revanche des neurones, où il montre où vous connaissez certainement tous, tout le monde le connaît aujourd'hui, Yann Lequin, le Français qui dirige, alors qui est bien barré lui aussi, hein, quand vous l'écoutez, qui dirige l'IA chez Facebook. Lui, il était complètement ostracisé dans le champ de l'intelligence artificielle, parce qu'il avait des idées farfelues. Et à partir de 2010, en fait, sous l'impulsion du Web 2.0, de la massification des usages, de la multiplication des données, la performance des IA basées sur les modèles des réseaux de neurones, effectivement, ne sont plus à démontrer. Ça fonctionne. Avec des problématiques de taille, évidemment, comme l'inexplicabilité des processus de décision des IA. Et là, pour le coup, il y a vraiment une problématique éthique très très forte. En tout cas, voilà, si on observe ça, il y a une tendance qui fait s'accroître sur le travail humain. Donc le travail humain, c'est celui des programmeurs, évidemment, des data scientists, mais massivement celui aussi d'une main-d'œuvre bon marché, massivement, évidemment, dans les pays du Sud, hein, qu'on trouve dans les pays du Sud, Pakistan, Bangladesh, Indonésie, etc., qui garantissent le fonctionnement de ces IA-là. Donc on évalue, c'est très dur à évaluer, il n'y a pas de contrat de travail. Donc c'est la Banque mondiale qui a évalué à entre 100 et 400 millions de travailleurs du clic. Et le machine learning aujourd'hui, hein, qui est le paradigme dominant, le deep learning, en fait, fonctionne grâce à cette petite main-d'œuvre, un sous-prolétariat qui est dévolu l'exécution de tâches répétitives et sous-payées. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est toute la matérialité de l'infrastructure que nécessitent ces larges modèles de langage, qui nous bluffent. Mais si vous observez la matérialité de l'infrastructure qu'il y en a à plan pour que ça fonctionne, c'est tout de suite très moins bluffant. Ça fait moins singularité, ça fait plus gros industriel qui veut nous en foutre plein les yeux. Donc ça conditionne, et puis ça amplifie massivement, évidemment, l'intensification industrielle des grands acteurs, des oligopoles du capitalisme numérique. Et puis le fonctionnement biomimétique des réseaux de neurones, si on s'y intéresse de près, ça se fonde sur des modèles qui sont nécessairement réducteurs. Un modèle en science, c'est toujours un modèle qui est réducteur d'une réalité qu'il veut représenter et qui va extraire de la réalité phénoménale, en fait, tout ce qui ne rentre pas dans sa rationalité. Et c'est des modèles qui sont idéologiquement façonnés, donc c'est des modèles de l'esprit humain, mais qui sont façonnés eux-mêmes par l'esprit humain, quoi. Donc il y a une sorte d'autoréférentialité qui est assez problématique aussi, de ce point de vue. Je vous mets 2-3 images, justement, alors je risque pas, c'est pas un plaisir, mais de vous montrer, par exemple, alors, donc là, Appen, je sais pas si vous avez suivi, c'est la société qui a permis, en fait, de développer DALL-E. Donc, en gros, qui est une grosse société américaine, mais qui est une plateforme, évidemment, qui fait travailler des Kenyans, en l'occurrence,
qui ont travaillé sur toute la modération des images qui ont alimenté DALL-E et toute la labellisation de ces images, qui en sont sortis, comme plein de travailleurs du clic qui font de la modération, assez traumatisés. Hein, donc c'est génial parce que c'est des gens qui n'ont pas de contrat de travail, qui ne sont pas nécessairement adultes, hein, pour faire ce genre de tâches cognitives finalement qu'un gamin de 10 ans peut faire. Donc on en a très peu parlé finalement, c'est comme un dommage collatéral, j'ai l'impression, dans les discours, alors même que c'est, à mon sens, assez central. Et ça montre les tendances. Donc là, je vous montre un atelier au Bangladesh. Ici, une plateforme, là, voilà. Et alors là, ça c'est assez génial, c'est une plateforme qui s'appelle Tableau et qui fait office vraiment d'autorité dans le champ des CAPTCHA. Hein, donc c'est-à-dire pour les campagnes de marketing automation boostées par l'IA, ben, en fait, il faut des humains qui remplissent des CAPTCHA. Vous voyez comme c'est passionnant et vous réalisez intellectuellement quand vous faites des CAPTCHA. Donc je ne résiste pas à vous montrer. Est-ce que ça marche? Ouais. Donc c'est assez génial parce que ce site, hein, cette société, elle veut montrer les humains qui sont derrière et elle a ouvert un site pour montrer les témoignages des humains. Alors regardez, c'est assez extraordinaire, des travailleurs du clic. Donc c'est massivement Indonésie là. C'est assez génial, c'est-à-dire que c'est pétri de bonnes intentions. C'est génial, on fait bosser les Indonésiens. C'est formidable quand même. Voilà. Si c'est pas du dumping social, ça. Alors je vous montre. Alors encore plus génial cette image. Voilà, quand j'ai fouillé un peu sur les profils. Ah ben voilà, Youssouf par exemple. Hop, 7 ans. Génial, c'est génial. Donc voilà, Youssouf, voilà son matériel de travail, euh, voilà ce qu'il mange quotidiennement, et voilà sa rue. C'est ce qu'ils ont demandé à tous les. Donc voilà, c'est quand même assez problématique, me semble-t-il. Voilà, et ça, c'est des choses qu'il faut questionner. Effectivement, cet horizon d'attente de l'IAG, qui est complètement tributaire, en fait, j'allais dire, de l'intensification de ce type de choses, en fait, est totalement opacifié par, finalement, cet horizon, cette exhortation à fixer le futur d'une IA extraordinaire qui pointe son nez. Là, je vous montre, c'est un schéma sur lequel j'ai bossé avec des collègues, et notamment un neuroscientifique, du fonctionnement même de ChatGPT, là, ou plus généralement de l'IA euh, pour montrer l'incroyable en fait présence des humains dans le fonctionnement de ces IA. Euh, Évidemment, à commencer par nous, hein, les utilisateurs, qui sommes, je vais dire, la donnée brute, hein, capitalisable qui plus est, le travail des data brokers, les travailleurs. Donc là, c'est vraiment le schéma avec les sociétés qui ont travaillé, donc Sama, Appen, les sociétés qui ont travaillé pour OpenAI, les serveurs qui sont dans le serveur de traitement Azure de Microsoft, etc. Donc je ne vais pas m'étaler sur ça, hein, je pourrais vous le passer, ce schéma, si ça vous intéresse. Hein, en gros, on passe la conso usage, le crowdsourcing, la labellisation, la sélection, le stockage, le traitement, l'acheminement, le marché, et puis c'est une boucle qui se rétroalimente de façon continue et qui implique des infrastructures colossales, hein, d'un bout à l'autre de la chaîne de production des îles. Voilà, le second récit un peu que je propose de questionner, c'est l'immortalité numérique. Euh, donc c'est cette idée d'un possible téléchargement de la conscience. Alors ne vous me trompez pas, c'est pas je vais dans la machine, c'est une copie carbone de moi. Hein. Euh, donc bon, l'idée aussi qui est au cœur, ils se prétendent vraiment physicalistes, hein, les transhumanistes. Et donc l'idée, c'est que finalement, bon, j'aurai ma conscience là, à quoi ça sert d'avoir ma conscience dans un corps imparfait et fini, hein, qui est voué à disparaître, hein, je vais pouvoir aller dans la machine. Moi, perso, je ne vois pas l'intérêt d'être en copie dans une machine, mais bon, peu importe. C'est une forme d'immortalité, effectivement, que de se prolonger dans la machine éternellement. Euh, donc, c'est l'idée d'une reproductibilité numérique de soi à partir essentiellement des données comportementales, informationnelles et sensibles, produites et recueillies au cours de nos vies. L'autre versant de ça, c'est des travaux, je vais dire, plus farfelus, mais plus sérieux d'un point de vue scientifique, c'est la modélisation notamment des réseaux de neurones et du nectome des êtres humains. C'est l'idée que si on arrive à modéliser la structure même du cerveau, la structure même du cerveau contiendrait elle-même finalement la personnalité, la conscience, qui est une hypothèse très hypothétique, pour le dire simplement. Euh, donc c'est ce que les Américains appellent la World Brain Emulation. Une simulation, c'est vraiment l'émulsion du cerveau dans une machine, dans une instantiation quelconque. L'idée de pouvoir computariser la personne. Alors ça, c'est un peu aussi pareil, un horizon. Mais en fait, tout ça est déjà en cours.
j'allais dire, ça prend pas forcément la forme dont on parle. Bon, d'abord, il faut voir la limite, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais on peut le voir sous un autre angle, la limite de la modélisation computationnelle du cerveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Brain Project, par exemple, qui est un des plus gros chantiers scientifiques de l'avenir financé par la Communauté européenne depuis 2011. Il a connu des déboires incroyables, et ça, c'est quand même pour moi un symptôme que les pouvoirs publics eux-mêmes sont sensibles à ce discours. Parce que le projet, en gros, c'était de dire en 4 ans, on va modéliser un cerveau humain. On n'arrive pas à modéliser un cerveau de souris en 10 ans. Donc, c'est quand même, j'allais dire, un horizon d'attente extrêmement. Bon, c'est un fiasco, hein, ce Brain Project. Il a été limogé, le patron, on a changé. On est revenu à des horizons beaucoup plus, j'allais dire, euh, lucides ou réalistes. Neuralink, c'est un peu la même chose. Hein. Neuralink, si vous posez à des neuroscientifiques sérieux et des physiologistes le fonctionnement de Neuralink, ils sont quand même très étonnés des espoirs que fondent les gens sur cette interface-là. Alors évidemment, les BCI, les interfaces cerveau-machine, euh, fonctionnent hein, en partie, mais les espoirs évidemment que fonde Musk sur le Neuralink sont totalement fantasmatiques. Et puis en face de ça, évidemment, il y a d'autres modèles que la modélisation computationnelle. Je pense les modèles de 4E là sur la cognition, donc la cognition incarnée, la cognition située, la cognition un modèle extended, l'extension, l'idée que l'esprit finalement n'est pas contenu dans cette boîte-là, mais qu'il est aussi étendu dans l'environnement cognitif. Bref, il y a d'autres choses. Et puis il y a, moi j'aime bien, c'est mon collègue neuroscientifique qui m'a donné ce tips parce qu'il le fait souvent en fait. Hein, si vous mettez l'hashtag Justin Mice, vous allez voir qu'il y a il y a plein de rapports, de trucs produits dans la nature et tout. Ils découvrent des trucs extraordinaires, sauf qu'à aucun moment donné, ils disent que tout ça, ça marche dans la souris, c'est-à-dire Justin Mice. Donc aussi, on fonde des espoirs. Là, il y a une vraie problématique de transférabilité aussi aujourd'hui de ce qu'on peut faire sur notamment les souris ou d'autres animaux dans le champ des êtres humains ou d'autres espèces. Quoi. Ce qui, en revanche, commence à devenir assez réaliste, c'est l'irruption d'entités artificielles basées sur des modèles, qui sont toujours parcellaires, de la personnalité d'individus vivants ou morts, ou produites par les utilisateurs eux-mêmes. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ce qui ouvre, en fait, un vaste marché de la sociabilité artificielle, à mon avis, qu'il va falloir questionner très très vite, autorisé par les larges modèles de langage. C'est tout ce qui relève un peu des digital twins. Alors, on utilise aussi ce terme dans le champ industriel. Ici, je l'emploie vraiment pour les humains. Ou digital surrogate, ou les deadbots, c'est-à-dire en fait la possibilité d'avoir une entité artificielle qui puisse remplacer finalement un individu qui disparaît ou qui n'est plus là et qui pourrait toujours être là. Donc juste, je mets des petites images, j'en ai mis une qui plaît à Jean-François, je le sais, pour dire qu'effectivement, cette idée de téléchargement de la conscience, en fait, on peut la resituer quasiment à la fin du XIXe siècle avec l'apparition du télégraphe. Peut-être qu'une des premières occurrences sérieuses de l'idée de mind upload, elle est dans Cybernétique et Société de Biener, qui dit qu'il y a une sorte de plausibilité finalement à imaginer l'homme comme un message et on pourrait envoyer un homme par un télégraphe. Euh, et puis évidemment, je mets en bas à droite le gramophone, hein, c'est pareil, hein, le gramophone, pour nous c'est un outil très banal, mais donc vous voyez, hein, la voix de son maître, je ne sais pas si vous avez fait le lien, hein, c'est la voix de son maître parce que son maître a encore une performativité dans le réel, il est peut-être mort certainement, ou il n'est pas là, mais le chien obéit à son maître. Parce qu'évidemment, Edison, parmi les grandes applications du gramophone, c'était enregistrer les morts, et après, à la fin de sa vie, il s'est barré en sucette, c'était carrément capter les morts dans l'environnement, pour dire les spiritualistes disent des conneries, moi je vais réussir avec les ondes à capter scientifiquement les morts qui sont dans l'environnement. Mais pour vous dire qu'effectivement, c'est une question, pour reprendre un terme d'éridien, d'engrammatisation, cette possibilité en fait. C'est ce que dit Kittler, je crois, il dit le royaume des morts, il est aussi grand que les capacités d'enregistrement d'une culture. Euh, Effectivement, toutes ces technologies, le gramophone, la photographie, etc. Sauf que c'est pas dynamique, évidemment. Enfin, on enregistre le temps, mais on manque d'informations sensibles. Mais on commence à enregistrer le sensible. Évidemment, là, l'idée de pouvoir télécharger sa conscience dans le cyberespace, elle est encore plus puissante, notamment parce qu'on en fait l'expérience. Ce que je veux dire, c'est que si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà joué plus de 8 heures à un MMO, MRPG, par exemple, ils ont déjà vécu une expérience d'externalisation de la conscience. Hein. Euh, dans un avatar qui n'est pas eux, mais finalement, le monde autour n'existe pas. Et effectivement, le métaverse, c'est évidemment un prolongement, c'est un gros MMORPG avec un formidable marché qui s'ouvre à la Californie, mais
Voilà, tout ça. Donc tout ça, c'est des scénarios qui sont vieux finalement, qu'on retrouve bah, évidemment dans le roman séminal du mouvement cyberpunk, Neuromancien de William Gibson, ou dans True Names de Werner Vinge, hein, qui le précède même, qui est le premier vraiment à mettre en scène des individus qui évoluent avec des avatars dans des mondes virtuels, à une époque où les interfaces de PC, hein, ça restait du texte vert sur un écran noir. Et je vous mets, voilà, ça c'est une image de la série Black Mirror, hein, qui est mis en scène dans plein d'épisodes, hein, cette idée de téléchargement de la conscience. Et là, je vous mets le connectome, ce que je vous dis, hein, cette idée de pouvoir en fait, découper en tranches le cerveau et le modéliser. Hein. Il y a une société qui fait ça aux États-Unis, qui est financée par qui je vous le donne en mille, par Sam Altman, qui s'appelle Nectom, et qui propose, et d'ailleurs Sam Altman, lui, il va pas se faire cryoniser, mais il va se faire cryoniser que le cerveau. Quand il sera mort, comme ça, ils pourront le découper, après le faire revivre dans une machine. Je vous mets là des applications assez concrètes. Mindbank AI, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui vous permet d'enregistrer en continu vos activités, ce que vous faites, ce que vous regardez, ce que vous aimez. Et finalement, il va produire un jumeau de vous-même. Et dans l'hypothèse où vous interagissez avec cette IA pendant, je sais pas, 30 ans, effectivement, quand vous allez disparaître, ben, elle pourra aisément se faire passer pour vous-même. Euh, je vous montre ensuite Gordon Moore, qui a pris un coup de vieux là depuis la, la formulation de sa loi, mais qui veut pas non plus disparaître comme ça, et qui est autour du gros projet de Microsoft LiveBeats, qui enregistre toute sa vie, tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a vu, toutes les photos qu'il a prises, toutes les photos qu'il a regardées, le moins de détails de sa vie pour créer une identité digitale de lui-même à sa disparition. Euh, et en bas, LifeNote, c'est un autre service. Hein. Vous pouvez aller dessus et créer votre double numérique hein, pour l'émuler dans une intelligence artificielle qui pourrait être interfacée avec un robot humanoïde qui vous ressemble. Tout ça, finalement, ça devient très crédible quand on y pense à deux fois. Avec la puissance des larges modèles de langage. Euh, moi, je vous avoue, j'ai des enfants, je suis en flippette totale de me dire qu'est-ce qui se passe si elle a une poupée, ma dernière de 2 ans, si elle a une poupée interfacée avec un large modèle de langage qui devrait perdurer dans le temps. Elle va parler avec sa poupée va tout savoir d'elle, sa poupée va savoir comment lui parler. Et puis, quand elle aura 13 ans, elle va se dire une poupée, ça fait un peu Jones, donc je vais plutôt juste l'avoir dans l'oreille et discuter avec elle. Et puis après, je vais la mettre dans un robot humanoïde, que sais-je. Et puis après, j'ai 70 ans, je disparais. J'ai vécu toute ma vie avec un large modèle de langage de données qui est basé sur du machine learning sur ma propre vie. Euh, voilà, je pose la question, c'est vraiment une hypothèse. Est-ce que dans 100 ans, il n'y aurait pas des clones de tout le monde un peu en version numérique qui évoluent hein. Donc ça fait assez froid dans le dos. Et on a tout un tas de services là qui se proposent en fait de créer des doubles numériques ou des services qui proposent évidemment. Alors là j'ai mis une image, euh, pas parce que je suis un aficionados des sites pornographiques, mais il faut regarder ce qui se passe toujours dans l'industrie pornographique qui est très, j'allais dire, qui prend des dispositions avant tout le monde. Et qui propose évidemment, bon, essentiellement aux hommes, de créer la femme de vos rêves, associée à un large modèle de langage entraîné par des données qu'ils ont choisi évidemment, pour discuter avec elle, vous en faire une amie. Alors aujourd'hui, c'est une image, donc c'est pas très. Mais évidemment, dans peu de temps, ça sera une vidéo et on peut imaginer l'interfacer avec un robot humanoïde, pourquoi pas non plus. Euh, donc tout ça est assez inquiétant. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder le film Her, qui est assez extraordinaire et qui met en scène en fait un individu qui tombe amoureux littéralement de son système d'exploitation, mais qui s'aperçoit malheureusement qu'il s'agit d'une intelligence artificielle distribuée et que finalement son intelligence artificielle ne l'aime pas que lui, mais aime tous ses utilisateurs. C'est ce qui pourrait arriver à tout le monde, puisqu'évidemment, ces IA ne sont pas localisées dans la tête des robots ou localisées dans votre téléphone, elles sont toutes des intelligences distribuées. Donc voilà, donc le dernier point, excusez-moi, j'ai pas vu l'heure, j'ai pas regardé, et on m'a même pas dit le temps qui m'était imparti. Ok. Donc évidemment, je ne vais pas aller trop loin ici, mais finir sur cette troisième grande narration euh, du mouvement transhumaniste qui me semble intéressante parce qu'elle résonne étonnamment avec sa propre genèse. Euh, c'est l'idée, effectivement, hein, qui est vraiment là dès le début de la conquête spatiale, d'une nouvelle frontière. Alors, quand je dis frontière, évidemment, je fais référence au terme américain de frontière qui ne veut pas dire frontière comme en français. Hein, les Américains disent border. Frontière, c'est l'horizon d'attente, c'est l'évolution. C'est, dans les termes de l'historien qui l'a inventé, c'est l'avancée de la civilisation sur la barbarie.
Et c'est devenu une notion quasi interchangeable aux États-Unis, en tout cas avec la notion de progrès. On la retrouve, je sais pas, des Endless Frontier de Vannevar Bush, hein, un des grands scientifiques américains qui a réorganisé toute la science aux États-Unis. On la retrouve dans l'Electronic Frontier Foundation de John Perry Barlow, qui défend le cyberespace. On la retrouve un peu partout. Évidemment, on la retrouve Star Trek, hein, dans la série Star Trek, c'est la Next Frontier. Et puis le terme High Frontier aussi popularisé par Gérard O'Neill, un astrophysicien qui est le premier à avoir fait une proposition concrète de colonisation spatiale. Il y a une idée aussi d'une destinée manifeste, c'est-à-dire en fait c'est pas un hasard si les humains sont arrivés là à ce moment-là, et on va voir aussi pourquoi. Et puis il y a cette idée, hein, le cyborg, contrairement à une idée reçue, euh, l'idée de cyborg, c'est pas la cybernétique qui la formalise vraiment, même si évidemment dans la cybernétique il y a l'idée d'une fusion machine. C'est dans le champ de l'aéronautique, c'est notamment deux physiologistes dans une revue d'aéronautique qui inventent le terme cyborg pour désigner, c'est la première phrase de l'article, c'est Klein and Kleins, ils ont le même nom mais ça s'écrit pas pareil, les physiologistes en question, c'est l'idée qu'effectivement si on veut évoluer dans des conditions qui sont pas celles de la Terre, dans des environnements extraterrestres, il va falloir nécessairement modifier notre propre biologie et, par le truchement de la technoscience, finalement, nous doter de capacités encore dont on n'est pas encore pourvu. Avec cette idée que c'est pas une contrainte de s'adapter, en fait, c'est presque une destinée manifeste, c'est-à-dire qu'on doit le faire. Finalement, l'histoire nous y contraint d'une certaine manière, mais c'est pas une contrainte, c'est plutôt une opportunité nécessaire si on prend vraiment acte de la façon dont les transhumanistes présentent la chose. Alors c'est quand même intéressant, vous avez remarqué ce renouveau assez incroyable, sous l'impulsion évidemment des grands acteurs du capitalisme digital qui sont aujourd'hui les hommes les plus riches du monde, de la conquête spatiale privée, d'idées de colonisation aussi qu'on voit résurgir chez Musk, chez Bezos notamment, avec SpaceX et Blue Origin. Ce qui est très intéressant, moi je fais un parallèle quand même assez évident avec l'émergence de la conquête spatiale privée, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais la conquête spatiale privée, elle a été autorisée aux États-Unis grâce à la non-ratification du traité de la Lune, qui est un traité qui prévoit la supervision de la communauté internationale dans l'exploration spatiale et des États. Et il y a un think tank qui s'appelle la L5 Society, qui s'est fondé sur les idées de Gérard O'Neill que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'auteur de High Frontier, qui est un astrophysicien de Princeton, qui est le premier à avoir proposé un système concret de colonisation spatiale, en fait, de stations qui seraient en orbite autour de la Lune, sur le point Lagrange, je pense que ça s'appelle L5. Et la L5 Society, c'est un think tank, en fait, si on regarde l'histoire sociologique de ce think tank, c'est assez incroyable parce qu'on y voit tous les acteurs de la contre-culture américaine, tous les acteurs de la cyberculture, tous les acteurs du transhumaniste contemporain. On y retrouve l'inventeur de l'intelligence artificielle, on y retrouve Marvin Minsky, on y retrouve aussi Isaac Asimov, on y retrouve des auteurs de SF. C'est assez incroyable le brassage de cette société, mais qui montre l'enthousiasme, mais qui n'est pas qu'un enthousiasme en fait à cette époque-là. C'est-à-dire que la L5 Society, elle se crée à la fin des années 60. Il y a quand même deux événements qui sont décisifs dans l'idée de conquête spatiale, au-delà de la compétitivité internationale au sein de la guerre froide. C'est la bombe atomique, évidemment, qui, si on se replace dans le contexte des années 60-70, quand même est un marqueur extrêmement puissant hein, dans l'imaginaire. Et l'autre événement, qui est un événement aussi assez incroyable, c'est la publication du rapport Limit to Growth en 73, donc les limites de la croissance, le rapport Meadows, qui a été, je vous encourage si vous ne l'avez pas vu, il y a une réédition récente qui est intéressante, surtout la préface, elle est intéressante parce que les auteurs s'y livrent voilà, à la rétrospection, à dire voilà ce qu'on pensait à l'époque. On pensait que tout n'était pas foutu. Puis bon, avec du recul, c'est un peu plus compliqué de regarder les choses. Mais en tout cas, ce rapport, les limites de la croissance, c'est un rapport, le premier, j'allais dire, le plus populaire. Évidemment, le mouvement écologiste existe avant, mais c'est celui qui, j'allais dire, qui fait naître une sorte de prise de conscience. Finalement, c'est presque l'annonciation de l'Anthropocène qu'on va plus tard découvrir, en quelque sorte. Et ce rapport, en fait, il anime complètement l'idée de colonisation spatiale, mais il anime complètement toute cette frange de transhumanistes de l'époque qui finalement se disent, OK,
c'est des questions évolutionnaires, on pourrait dire, hein, surpopulation, raréfication des ressources, toutes les limites inhérentes au mode de vie qu'on a développé sur Terre imposent, et pour eux c'est providentiel finalement, le démarrage de la conquête spatiale à cette époque-là. Euh, en outre, évidemment, la conquête spatiale cristallise un peu tout ce que j'ai dit, puisque ça marche pas s'il n'y a pas d'IA, finalement, d'une certaine manière. Je renvoie à l'Odyssée de l'espace. Putain, à chaque fois que je dis l'espace, vous voyez, c'est tout à fait symptomatique. On pourrait l'appeler comme ça, hein, ce film de Kubrick, dont Minsky était d'ailleurs le consultant pour mettre en scène HAL, et historiquement aussi dans la SF, une des premières mises en scène cinématographiques d'une intelligence artificielle et du combat entre l'homme et la machine. Donc, alors là, si vous avez vu le film évidemment Interstellar, on voit la même représentation à quelque chose près. Ça, c'est celle de O'Neill dans Thierry Frontière, son livre qui a inspiré la L5 Society. Donc, c'est très intéressant de constater que tout ce mouvement-là, en fait, part aussi de cette prise de conscience écologique. Hein. On a trop tendance à penser les technosolutionnistes comme des gens obsédés par la technique, mais ils sont obsédés aussi par la nature. Et par la volonté de la dépasser. Mais ils sont, j'allais dire, peut-être pour un certain nombre très marqués finalement par ces manifestes limites de la science. Je mets aussi le livre de Eric Drexler, Engine of Creation, qui est le livre qui popularise les nanotechnologies dans le monde et qui consacre tout un chapitre aux limites de la croissance en disant les limites de la croissance en fait nous imposent, ça devient un devoir en fait, de développer des solutions technologiques à ces effets fatals en fait hein, de l'évolution de nos modes de vie dans nos sociétés. Donc là voilà, je vous mets une représentation un petit peu initiale du cyborg et puis une image de l'Odyssée de l'espace. Donc voilà, donc pour terminer, juste pour ramasser les choses que je voulais vous dire, il y a quand même quelque chose de très puissant dans ces discours, il y a un super livre qui a été écrit sur le futur du monde, comment il s'appelle, je sais plus, sur la futurologie, qui est un mouvement occidental très fort, et très fort aux États-Unis, a fortiori dans la Californie des années 60, et la futurologie. D'ailleurs, tous ces acteurs-là, hein, les transhumanistes, souvent, se disent pas transhumanistes, mais se disent futuristes, techno-futuristes. Alors, techno-futuristes libertariens, ça c'est les franges. Je ne vais pas rentrer dans les questions politiques, même s'il y aura quelque chose à dire là-dessus. Mais en tout cas, c'est aussi, j'allais dire, c'est des discours extrêmement puissants, dans le sens où, évidemment, l'enjeu pour eux, c'est l'actualisation stratégique des futurs projetés. Ça a une vraie fonction économique dans l'économie financiarisée, et ça a une vraie fonction politique aussi, pour orienter des décisions. Et il y a une sorte de performativité de ces prophéties autoréalisatrices, donc ces prophéties qui se réalisent. Ça ne veut pas dire qu'elles se réalisent comme on a dit qu'elles allaient se réaliser, mais ça veut dire qu'elles forment des réalisations aussi. Et souvent des choses inattendues. Moi, j'aime bien cette première critique de Dreyfus adressée à l'IA en disant que ce sont des alchimistes. Et les alchimistes, loin d'être des gens débiles, en fait, ont été finalement une forme de proto-chimie et ont été les premiers, voilà, derrière la fantasmatique de la pierre philosophale ou de la fission, ils ont ouvert la question de la fission moléculaire d'une certaine manière. Il y a un vrai enjeu de pouvoir autour de ces imaginaires. Moi, j'appelle la futurologie, c'est un progressisme conservateur, c'est paradoxal. Ça dit le progrès c'est ça, l'avenir c'est ça, mais il est conservateur dans le sens où ce sont des acteurs qui s'approprient le futur aussi, hein, et qui en déterminent les conditions de possibilité. Et finalement, on est tous pris au piège, d'une certaine manière. C'est un des effets ambivalents de la SF aussi, qui est là pour prévenir, mais qui aussi nous met dans cette situation paradoxale où elle nous fait penser que l'avenir qui va advenir sera celui qu'on nous présente. Et ça limite, en fait, les possibilités créatives. C'est-à-dire qu'en fait, ça a tendance à écraser le champ des possibles dans celui qu'on nous présente. Je fais souvent cette analogie triviale. Si vous avez déjà joué à Tabou, c'est exactement l'effet que fait Tabou. Tabou, c'est un jeu, on vous dit, vous devez dire ce mot, mais vous n'avez pas le droit de dire ces mots pour dire ce mot. Et en fait, ça vous met dans une situation cognitive où vous n'arrivez pas à dire le mot parce que vous voyez tous ces mots qui suggèrent la façon de le faire deviner. Alors qu'en fait, si vous n'aviez pas ces mots devant, vous pourriez le dire tout à fait autre chose. Mais ces mots conditionnent votre pensée à ne trouver la façon de faire découvrir le mot qu'à travers les mots qui sont sur la carte. Et finalement, voilà, c'est un exemple trivial, mais ça met un peu en lumière ce qui se joue un petit peu dans ces discours et ces récits futurologiques. Ce qu'on voit aussi, alors évidemment, il y a un enjeu de faire converger les capitaux dans cette économie financiarisée,
un mouvement extrêmement puissant qui est en train d'émerger depuis une bonne vingtaine d'années dans le monde anglo-saxon, autour notamment de transhumanistes qui ont retourné leur veste, comme Nick Bostrom, qui refuse l'étiquette aujourd'hui de transhumaniste, même s'il était une des têtes de file. Aujourd'hui, Nick Bostrom se présente plutôt comme un long-termiste et comme un chercheur en sciences sociales qui s'intéresse aux risques existentiels, donc qui est devenu le nouveau maître mot aussi de tout un mouvement culturel anglo-saxon très puissant, hein, qu'on peut aussi appeler technophilanthropisme, et qui reprend aussi finalement aussi j'allais dire des éléments du philanthropisme du 19e siècle, des grands industriels américains qui avaient les Carnegie, les Rockefeller, etc., qui ont monté des fondations, etc., et qui ont une philanthropie qui permettait finalement de maintenir le système en place, et notamment le système capitaliste, et de créer de la concorde entre les riches et les pauvres. Euh, Là, aujourd'hui, on voit des investissements massifs, et en Angleterre, aux États-Unis, se diriger vers les risques existentiels projetés par ces mêmes récits, à savoir l'IA qui va complètement éteindre l'espace. Et le long-termisme dit finalement, c'est presque anecdotique de se questionner sur l'échauffement climatique aujourd'hui, alors que dans le futur, il y aura certainement plus de vies, qu'elles encourront plus de risques à travers donc, une sorte de rationalisation du risque du futur, qui devient un champ d'investissement incroyable. Dans le monde des crypto-monnaies aussi, c'est assez évident. Hein. Si vous ne l'avez pas suivi, mais la chute de FTX, c'est un fonds qui était quasiment intégralement dirigé par des long-termistes et animé par une philosophie qui est celle de l'altruisme efficace. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui est associée à l'utilitarisme anglo-saxon, qui a la peau dure, hein, qui est une philosophie, celle de Bentham ou de Milton, mais qui a été revisitée ces dernières années, notamment par un philosophe australien, Peter Singer, qui nous dit en gros qu'il faut rationaliser complètement les problématiques des humains et investir là où il y a une vraie problématique. Et elle a pris le tournant long-termiste, c'est-à-dire on va investir non seulement là où on sait que ça va être efficace, mais on va investir là où on sait que ça va être efficace dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Euh, donc c'est un avantage, c'est que ça fait massivement converger les financements aussi dans ces technologies promues par le mouvement transhumaniste. Euh, il y a un super article dans Le Monde qui a été publié, je pourrais vous le faire passer sur cette histoire de FTX avec l'altruisme efficace et le long-termisme. Évidemment, tout ça aussi, hein, c'est une entreprise conservatrice dans le sens où ça va intensifier le capitalisme, la puissance des acteurs du capitalisme digital qui sont devenus des énormes industriels depuis le début des années 2000, qui finalement, quand vous regardez les cotations en bourse, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est plus une métaphore de dire que l'or noir, c'est la donnée, hein, puisque les entreprises pétrolières ont été dépassées par les entreprises de la donnée. Donc, ce gigantesque marché de la donnée, il n'est pas prêt de s'éteindre, en fait. Il renaît de ses cendres, hein, même parce qu'il était un peu en perte de vitesse sur les modèles publicitaires. Hein, et puis, cette fuite en avant du capitalisme financiarisé aussi, ça permet d'aller encore plus loin en avant, sans parler du long-termisme. Ensuite, évidemment, cette exhortation à fixer le futur comme horizon d'attente, voilà, ce futur technologique, etc., ça permet aussi, j'allais dire, comme ce que j'ai voulu montrer sur le digital labor ou les travailleurs du clic, de pacifier complètement tout ça comme une sorte de problème collatéral au développement d'une chose fatale, et puis évidemment d'oblitérer le passé comme moteur de l'histoire. Et à travers tout ça, on voit qu'il y a aussi une volonté, hein, comme il y avait un article très intéressant qui disait ça, qui titrait, en parlant des millionnaires de la Silicon Valley, Métaverse, la Lune, les gens qui sont en train de ruiner notre écosystème euh, s'en échappent, en fait. On sent bien qu'il y a une fuite en avant et qu'on veut contourner l'épreuve du réel, celle de la finitude humaine et terrestre. Et c'est aussi un discours qui est presque peut-être le seul discours alternatif au catastrophisme écologique d'aujourd'hui, c'est le discours sur, comme les Américains le disent, le good anthropocène, c'est-à-dire effectivement on a pris les rênes de l'évolution cosmique pour le meilleur et pour le pire, c'est pour le meilleur, c'est-à-dire c'est évidemment tous les tenants du solutionnisme technologique. Et je finirai sur cette image, ce film que je trouve un peu caricatural, mais très bien vu parce qu'il traite spécifiquement des États-Unis aussi, euh, et dont l'issue est totalement liée à ce que je viens de vous raconter ici, je pense, à travers
Voilà, cette exhortation à fixer là où finalement on est dans de l'hypothèse, alors qu'il y a des choses à faire ici même, ici-bas, dans le présent, et à regarder l'histoire pour comprendre ce qui se passe maintenant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.